Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu PSG. D'abord, on reviendra sur le match à Lyon dimanche parce que les avis sont divisés quant à la fin de partie un peu décousue de la part des Parisiens, assez peu de maîtrise défensivement. Je vous donnerai mon avis et puis on se projettera sur les matchs contre Liverpool. Il y a déjà quelques indices sur cette fin de match. Et bien sûr, on parlera du match demain de Coupe de France contre le Stade Briochin, de quelques autres infos un peu pêle-mêle aussi. Donc, installez-vous, c'est parti. Commençons donc avec ce week-end parfait en Ligue 1, victoire 3-2 à Lyon. Et notre principal poursuivant, les Marseillais, qui perdent 3-0 à Auxerre. Donc, on creuse encore notre avance, 13 points sur eux. Monaco aussi, qui a perdu à Lille. Lille qui du coup repasse devant eux avant de nous affronter ce samedi. On est à 2 matchs d'égaler le record du nombre de matchs invaincus à l'extérieur en championnat. On parle souvent de cette longue série du PSG. On est actuellement à 36 matchs et le record détenu par le Milan AC sur une période allant de 91 à 93, je crois, c'est 38 matchs. Donc, il y a le match contre Rennes qui risque d'être un des matchs les plus difficiles à regarder de la saison parce que ça va être l'entre-deux Liverpool. Donc, équipe très alternative et des joueurs qui devraient jouer à reculons. Et Saint-Etienne, je crois aussi. Après Marseille, on affronte Saint-Etienne post-trêve internationale. Donc ça, c'est dans longtemps, c'est à la fin du mois de mars. Voilà concernant le calendrier et cette espèce de record qui, perso, me tient vraiment à cœur. On rappelle que la dernière défaite à l'extérieur, c'était le 3-1 à Monaco, début 2023. La fin de match, donc dimanche soir, parce que la première mi-temps, pas grand-chose à en dire, pelouse fracassée, seulement quelques joueurs montrent une certaine aisance malgré le champ de patates. Début de deuxième, bien sûr, tu enflammes avec certains qui allument l'interrupteur. On peut penser à Hakimi, voilà, qui techniquement était pas très bon sur la première mi-temps. Et en deuxième, offensivement très présent, le doublé avec 2 vrais buts d'attaquants de numéro 9. Et donc ce dernier quart d'heure. C'est vrai qu'il y a ce dernier quart d'heure où, d'un côté, tu as Paulo Fonseca qui fait rentrer des joueurs qui, normalement, devaient être titulaires, au vu de l'aisance qu'ils ont montré et de la qualité des minutes qu'ils ont eues. Nous, c'est l'exact inverse. On fait du coaching assez tôt. On sort certains joueurs qui annihilent toute menace dans la profondeur pour nous, contre Lyon, pour faire rentrer des joueurs pour fermer le match, la boutique, faire tourner le ballon. Alors, à quel point le coaching de Luis Enrique est en lien avec le match ou avec le calendrier, les temps de jeu à gérer, bien sûr, ça c'est toujours à garder en tête. Mais dans tous les cas, voilà, les Lee Kang-in, les Fabian Ruiz, tout ça c'est pour tenir le ballon et il y a au final, il y a beaucoup de pertes de balles, une vraie incapacité, voilà, à stopper les attaques lyonnaises qui centraient beaucoup dans notre surface. On a retrouvé les difficultés à défendre nos 15-16 mètres. Donc ça, c'est vrai que c'est assez inquiétant parce que Liverpool, autant offensivement, on sait que sur le côté de Trent Alexander-Arnold, on aura, si Barcola est dans un bon soir, des occasions. Voilà, il faudra les transformer. Et par contre, en face, Liverpool, quand ils ont le ballon, quand ils décident d'attaquer, perso, c'est là où ils me font le plus peur. On peut parler de la charnière centrale Konaté-Van Dijk, mais l'axe, on le déserte. On n'y va pas. On ne centre pas. On joue avec un faux numéro 9. Le milieu de terrain, c'est vrai, le milieu de terrain, ça fait un peu peur, surtout que Warren, alors il a repris l'entraînement collectif aujourd'hui, mais les nouvelles sont, normalement, meilleur des cas, il rentre contre Lille. Et donc, je pense que ce sera le même scénario sur le match contre Liverpool. Meilleur des cas, on le voit pour la dernière demi-heure. Ce qui serait quand même un petit coup dur. Parce qu'à la base, c'était 3 semaines. Et donc là, ça fait déjà 4 pour la récup de sa blessure à la cheville contre Stuttgart. Mais bien sûr, ne rien précipiter. Par contre, en attaque, voilà, là, c'est là où ils me font vraiment, vraiment peur. Avec Mohamed Salah et puis cette capacité à mettre des vagues aux adversaires dans plein de styles différents, que ce soit en 2-3 passes, voilà, contre éclair, prise de profondeur. Les centres aussi, Trent, qui est une vraie menace là-dessus, quand on voit notre défense dimanche. Alors, il n'y avait pas Pacho,
Et du coup, le match dimanche nous a vraiment rappelé à quel point il est vraiment important, l'Équatorien, pour déjà parce qu'il est grand en fait. Déjà parce qu'il est grand. C'est vrai qu'on a eu des petits soucis de taille, de gestion des duels avec un Beraldo par exemple un peu tendre. Donc c'est vrai que cette fin de match contre Lyon, bon, elle me fait réfléchir défensivement. Et puis surtout, en fait, t'es dans un scénario où le PSG mène. On joue le match aller au Parc des Princes contre Liverpool. Donc il y a un monde. Enfin, si on veut se qualifier, c'est en gagnant au Parc, voilà, et en assurant à Anfield. C'est pas en perdant au Parc et en allant faire un exploit à Anfield, qui serait quand même, qui est quasiment inenvisageable. Voilà. Donc, si on veut passer, il y aura un moment où on va se retrouver à Anfield et on aura un avantage. Peut-être aussi que on peut s'attendre à des matchs ouverts avec beaucoup de buts et du coup des moments où nous on mène. Et là, voilà, dans ces moments-là, ben, c'est vrai qu'on n'a pas été très rassurés dimanche face à Lyon, même s'il y a aussi la question physique des joueurs qui sont apparus un peu fatigués sur la fin de match, notamment João Neves. Bref, voilà, Marquinhos typiquement, il fait un bon match. Il fait un bon match, les longs ballons lyonnais en première mi-temps, bah, il les prend tous. Dans sa surface, il défend plutôt bien sur la durée. Et avec ballon, il est très fiable. Encore une fois, malgré le terrain, grosse aisance technique pour Marquinhos, qui est toujours très sécure. Malheureusement, tout ça est gâché par l'action du premier but lyonnais, où il est éliminé un peu trop facilement. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, parce que au-delà du reste du match dimanche, le reste de sa période ces dernières semaines est bon. Marquinhos fait de bons matchs et j'espère que contre Liverpool, il va confirmer tout ça. Donc avec, à ce moment-là, pas de show normalement, hein, puisque dimanche c'était Beraldo. Alors, on m'a reproché dans les commentaires d'être trop dur avec Lucas Beraldo. Parce qu'il est jeune, parce qu'il a une vraie qualité de pied. Ça, voilà, je ne la nierai jamais. Après, en fait, c'est pas tant un mauvais match pour Beraldo, mais c'est plus le fait que ce soit le même match que d'habitude avec lui. C'est ça qui me gêne, c'est que les perspectives de progression, on les voit pas beaucoup en fait. Au duel, voilà, il est encore un peu tendre, dans l'anticipation pareil. Avec ballon, c'est sûr que c'est très fort, hein, mais il lui manque un petit truc pour être ce défenseur complet. Et puis à son âge, tu dois progresser. Or, on ne le voit pas. Et donc, ça ouvre une question. Celle de son temps de jeu, pas vraiment linéaire. Alors hier, c'est vrai que dimanche, Lyon, c'était dans un grand match qu'il est titulaire. Et en plus, il est titulaire axe gauche. Donc, il est vraiment dans son poste de prédilection. Par rapport au match latéral gauche de la saison dernière ou axial droit depuis le départ de Skriniar, c'est plutôt bien de le mettre à son poste. Mais quand même, est-ce qu'un prêt ne s'imposerait pas, surtout si cet été, tu as décidé, visiblement c'est le cas, de recruter en défense centrale, voilà. Alors après, se posera aussi la question des Lucas Hernandez, Kimpembe, même Marquinhos, hein, Donc, on va voir, mais c'est vrai que sur son temps de jeu, Beraldo, on voit pas de grosses progressions, et peut-être que ça passe par un prêt pour pallier à ça. Nuno Mendes, j'aimerais aussi m'arrêter sur son match parce que c'est un vrai bon match. On l'a esquissé dans le débrief à chaud. Et c'est vrai qu'il commence dans ce rôle de troisième central. Donc il est dans une optique défensive et il est bon. Alors Ernest Nuama, évidemment, c'est pas Mohamed Salah. Mais Nuno ne s'est pas fait déborder. Il est explosif, il joue de sa vitesse. Au duel, il est plutôt bon. Il est plutôt tranchant. Il fait un bon retour, justement c'est sur Nuama je crois, à un moment donné dans sa surface. Donc c'est vrai que c'est un vrai bon match dans cette dimension-là. Donc plus le match avance, plus il joue devant. Avec en fin de match donc cette solution, Lucas Hernandez et Nuno qui termine ailier gauche, que vraiment Luis Enrique joue beaucoup hein, ces derniers temps. Alors après, peut-être que dimanche, l'entrée de Lucas et globalement la fin de match l'a peut-être démotivé hein, à continuer avec cette solution de Lucas latéral et Nuno ailier, même si Nuno est impliqué sur le dernier but. Et voilà, offensivement est plutôt bon, même s'il y a quelques pertes de balles notamment. Mais voilà, un vrai bon match pour Nuno, donc ça fait plaisir à 10 jours de Liverpool, où évidemment bah, c'est celui qui aura, je pense, le plus de difficultés. C'est vraiment celui qui a la double confrontation la plus difficile
avec Mohamed Salah à gérer. Mais il aura évidemment pas de choix à ses côtés et je pense une prise à 2 avec celui qui sera relayeur gauche ce soir. Vitinha, quand je disais certains joueurs qui survolent le match techniquement malgré l'état de la pelouse, je faisais référence à lui. Très très bon, une sûreté absolument incroyable. Même Doué paraissait gêné par la pelouse, tu vois. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont vraiment peiné. Mais Vitinha, non. Vitinha, c'est vraiment le métronome. Alors après, en fin de match, voilà, il fait partie de ceux qui peinent à mettre le pied sur le ballon, à imprimer le tempo. Et c'est vrai qu'il se fait un peu manger, comme tout le reste de l'équipe finalement. Donc ça, c'est un peu regrettable. Après, c'est le meilleur, évidemment, sur le terrain, au milieu hier. João Neves, par exemple, fait un match un peu plus, pas difficile, parce que c'est quand même un bon match, hein. Voilà, il y a beaucoup de disponibilité toujours avec lui pour recevoir le ballon, même le proposer maintenant dans la profondeur. Beaucoup d'appels dans le dos de la défense, et ça, il est en train de rajouter une corde à son arc, et pas n'importe laquelle. Donc ça fait vraiment plaisir. Après, voilà, au duel, pas forcément tranchant. Dans les airs, se fait aussi manger. Quand je disais qu'on avait un déficit de taille, bon, on l'a senti avec João Neves, par exemple. D'habitude, il joue très bien les coups sur les duels aériens. Là, c'était moins le cas. Donc voilà, ça a été un match un petit peu en dents de scie pour lui, un peu en dessous de ses standards habituels. Et comme je l'ai dit plus tôt, il le finit en tirant la langue. Ça aussi, c'est assez rare pour être souligné. Désiré Doué, donc, qui commence relayeur droit, mais très rapidement avec Neves, ils interchangent. Neves est bon sur ce côté droit, hein. Neves prend ses marques sur ce côté qui était à Zahir Emery avant sa blessure. Mais alors contre Monaco, il est latéral droit et au final, il est très bon. Il se montre même offensivement. Contre Brest, prend la profondeur, se crée des occasions, il touche le poteau en relayeur droit. Là, pareil, je trouve qu'avec Vitinha, ils s'entendent mieux quand Neves est relayeur droit que gauche. Donc, c'est vrai que pour les matchs contre Liverpool, déjà l'aller, je pense que sur le côté droit, ce sera Joao, hein. Après, il y aura la place donc à gauche. Mais du coup, avec la question de Mohamed Salah à défendre, peut-être que ça va éclipser des joueurs comme Désiré Doué. Oh, Ali Kangin, c'est trop ambitieux, mais du coup, peut-être que ça laissera Fabian Ruiz, désolé. Mais c'est vrai qu'à droite, João Neves prend ses repères de plus en plus. Donc voilà, Désiré Doué qui est reparti à gauche assez rapidement après un début de match assez compliqué. C'est vrai qu'il s'enferme en fait dans des initiatives individuelles qui ne réussissent pas. Alors, à quel point c'est sa personnalité? Et donc, il y a certains matchs où il va pas s'en sortir. Il va vouloir faire les différences tout seul et voilà, son équipe en pâtit. Ou alors, de l'autre côté, à quel point c'est le poste. Parce que c'est vrai qu'en Ligue 1, il reste sur 2 matchs plutôt moyens en tant que relayeur. En tant que relayeur, et on le sait, c'est vraiment quand il est ailier droit qu'il est insaisissable. Bon, est-ce que on n'a pas à l'instant T un vrai poste qui se dégage du coup pour Désiré Doué et cette solution du relayeur qui disparaît petit à petit. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a eu Lyon, où il n'est pas très bon, mais il y a Toulouse aussi, la semaine d'avant, où il fait un match moyen. Alors après, bien sûr, entre les deux, il y a eu une superbe entrée contre Brest, mais c'est contexte assez différent. D'ailleurs, Fabian Ruiz remplace Désiré Doué et fait pas forcément mieux, hein. Bon, on va pas se mentir, hein, Désiré Doué ne fait pas non plus, Fabian Ruiz ne fait pas non plus le match, l'entrée du siècle. Il perd trop de ballons, à tenter des passes un peu trop difficiles. Kvaratskhelia, pareil, c'est le genre de perte sur lesquelles tu t'arrêtes, parce que ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là, à droite. Rappelez-vous, quand il arrive, Luis Enrique laissait vraiment sous-entendre qu'il allait le faire jouer à gauche, son poste de prédilection. Alors, il avait un peu sous-entendu dans l'axe, faux neuf, mais pas trop. Et c'est d'ailleurs à ce poste qu'il marque son premier but contre Monaco. Et du coup, là, on le voit à droite. Et son meilleur match, il le fait à droite. C'est vrai que ça, pas grand monde aurait pu le deviner. Je pense que c'est aussi du fait que Barcola soit évidemment de retour, hein, à un très bon niveau. Alors, pas forcément dimanche contre Lyon, parce qu'en première mi-temps, notamment, il s'en mêle un peu les pinceaux, mais voilà, il donne aussi une passe décisive. Mais Barcola est une menace plus directe, en fait, que Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, il va repiquer dans l'axe, il va aller dans les petits espaces. Barcola, il va faire des choses un peu plus concrètes. Les appels en profondeur, bien sûr.
Voilà, il va au but de manière un peu plus directe. Donc, je comprends cette idée de mettre Barcola dans les meilleures dispositions. Parce que c'est vrai qu'à droite, du coup, au début, on voyait Barcola. Et au final, ça marchait pas vraiment. Hein. C'est vrai que sans ballon, c'est vrai qu'il proposait dans la profondeur. Mais avec ballon, c'était un peu plus compliqué. Voilà. Donc, au final, c'est Kvaratskhelia qui s'adapte. Et de quelle manière? Ça fait vraiment plaisir. La très bonne utilisation de l'extérieur du pied, notamment. Voilà. Ça donne des passes qui sont très belles, mais aussi qui sont très bien vues. Voilà. Et bon, alors il y a la passe D pour Dembélé, bien sûr. Il y a aussi des séries de dribbles qui sont quand même... Enfin, c'est quand même pas rien. On parle d'un joueur qui rentre et qui rentre dans l'effectif et qui est directement top 5, voire top 3 des joueurs les plus techniques. Hein. Honnêtement. Hein. Parce que c'est vrai que il y a des actions, il survole. Bref. Demain, revenons vite fait sur le match contre Saint-Brieuc, donc il va se jouer à Rennes, au Roison Park, qui attend 29 000 personnes. Donc il sera plein et les places se sont vendues très rapidement. Il y aura, je crois, 1300 supporters parisiens. Ça, à chaque fois, c'est exceptionnel. Hein. Enfin, c'est comme le match contre Epali qu'on a joué à Clermont avec un parquage avec plusieurs centaines d'ultra PSG. Donc c'est exceptionnel, voilà. Bon, alors ça va être cool. Le Roison Park, du coup, qu'on retrouvera aussi hein, la semaine prochaine pour le déplacement contre le Stade Rennais cette fois. d'Habib Bey, voilà. Bon, demain, bien sûr, on devrait faire tourner 11 alternatifs attendus. Alors, Zahir Emery, déjà, va mieux, a repris l'entraînement collectif ce matin. Mais demain, normalement, il est forfait. Et contre Lille, alors il y a le Parisien qui n'était pas très positif sur le match de Lille, mais visiblement, au sein du club, on l'est. Et il devrait être dans le groupe et potentiellement prendre des minutes à ce moment-là. Après, pour Liverpool, comme j'ai dit, le match aller, pour moi, en l'état, il n'y a qu'une entrée. Ce serait le maximum qu'on puisse faire avec Zahir Emery, lui donner 20 minutes, une demi-heure. Fabien Ruiz a pris un coup au mollet, donc c'est ce que Luis Enrique a dit en conf de presse après le match à Lyon dimanche. D'ailleurs, Ruiz qui avait été courageux parce qu'il était resté sur le terrain pour éviter que le PSG finisse le match à 10 parce qu'on ne pouvait plus faire de changement. Donc ça, c'est assez courageux de sa part parce qu'ensuite, il sort du stade en boitant. Au final, il est à l'entraînement collectif aujourd'hui. Il va très bien. Et il sera peut-être même titulaire demain. Parce que Vitinha, lui, par contre, n'était pas à l'entraînement collectif aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a un petit problème avec Vitinha, une petite précaution, ou alors on lui laisse vraiment du temps de repos, je ne sais pas. Alors demain, évidemment, Safonov déjà sera à la place de Donnarumma. Comme ça avait été le cas contre Le Mans et contre Lens. Pas Epali, où on avait laissé Arnau Tenas. Bon, au final, on l'avait mis pour se rendre compte de pourquoi on le met jamais. En défense, Hakimi, normalement, il sera au repos. Parce que voilà, dimanche, il fait un gros match. Il le termine déjà, le match. Grosse deuxième mi-temps avec 2 beaux buts. Vraiment, hein, le fait qu'il soit en 3e rideau comme ça sur le premier, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien vu. Mentalement, il ne flanche pas après son jaune orangé sur Tagliafico en début de match. Voilà, ça ne le fait pas basculer du mauvais côté, alors que trop de fois par le passé, c'était le cas. Donc ça fait vraiment plaisir de voir Hakimi avec de la maturité. Après, pour le remplacer demain, Zag sortait à la mi-temps à chaque fois qu'il le remplaçait en Coupe de France. Donc c'était Epali et Le Mans, je crois, où il est titulaire. Et il est même plus convoqué dans les groupes depuis quelques matchs, en fait. Donc demain, je pense qu'il le sera convoqué. Mais titulaire, bah en fait, je sais pas, peut-être qu'un João Neves lui sera préféré pour ce poste de latéral droit. Et d'ailleurs, on m'a ressorti une vieille vidéo, enfin une vidéo du mois de novembre, je sais plus c'était quel match, mais Hakimi devait être reposé, ou alors il était suspendu, je sais plus, fallait trouver une solution parce qu'il n'y avait pas... Et j'avais dit, João Neves, latéral droit. Voilà, et au final, il a fait un gros match contre Monaco il y a 15 jours, je m'étais même plus souvenu de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, João Neves semble être la solution la plus crédible pour le côté droit. Enfin moi, demain, sur le côté droit, je veux João Neves latéral, Lee Kang-in relayeur, et Désiré Doué ailier. Après, tout ça veut trop rien dire parce que les places, évidemment, ils interchangent en permanence. Mais voilà, je veux qu'on parte sur cette base-là sur le côté droit. Alors, en charnière centrale, normalement, on devrait avoir Pacho de retour parce qu'il n'était pas titulaire dimanche. Marquinhos au repos. Donc, pourquoi pas un Beraldo Pacho? C'est vrai que sur les matchs comme ça, où l'équipe adverse, normalement, devrait poser le bus, nous attendre, je préfère avoir Beraldo. Parce qu'avec ballon, il peut te trouver
des angles de passe que un Lucas Hernandez ou alors Kimpembe, je sais pas trop, mais il te trouverait pas, tu vois. Donc on va partir là-dessus demain, avec du coup à gauche Lucas Hernandez, je pense, titulaire, à la place de Nuno qui doit quand même souffler parce qu'il a fait, comme on l'a dit, un gros match dimanche à Lyon. Alors Lucas, l'entrée est très compliquée, hein. Il est pris de vitesse, mais ça c'est pas nouveau. Par contre, au duel, bah, il est plus du tout impactant sur son entrée à Lyon. Donc ça, par contre, c'est un peu plus inquiétant. Mais bon, Nuno doit quand même souffler. Dans tous les cas, je pense que Lucas est complètement grillé pour une titularisation contre Liverpool. Et peut-être même pour une entrée, en fait. Parce que la solution de je finis le match avec Lucas latéral gauche et Nuno ailier, bon, je pense qu'on a été vacciné dimanche soir. Au milieu, tu as beaucoup d'absents. Donc Zaïre Emery. Fabien Ruiz, un peu incertain parce qu'il a pris un coup même s'il était à l'entraînement. Vitinha qui du coup n'était pas à l'entraînement. Est-ce que c'est lié sur le but sur un but, il y a quelqu'un qui jette un gobelet sur Vitinha, ça lui atterrit dessus, et il sort, il boite, en fait, il s'en fout, tu vois, enfin, il fait pas une Dimitri Pancakes, mais c'est vrai qu'il y a la vidéo qui a fuité, enfin, qui est sortie sur Twitter, et on voit le mec, il est littéralement à 3 mètres des stadiers. En fait, il y a un vrai problème, c'est-à-dire que le mec, c'est pas un vieux gars qui jette un gobelet et le gobelet tombe par inadvertance sur le joueur. C'est vraiment, il vise, il est très proche des joueurs et des stadiers, et les stadiers ne réagissent pas en fait. Bon, il se passe rien. Donc bon, c'est une scène qui a été un peu, enfin, que j'ai trouvé un peu bizarre. Voilà, t'es à 3 mètres des stadiers, tu peux jeter des gobelets comme tu veux. Bref. Donc pour le milieu demain, Lee Kang-in relayeur droit, comme je l'ai dit. À gauche, Mayulu. J'espère le voir dans un meilleur jour que sur les autres matchs de Coupe de France. Hein. Autant il fait une bonne entrée contre Brest, il fait un bon match contre Toulouse, mais en Coupe de France, voilà, il restait sur des prestations un peu bizarres, où il faisait preuve de suffisance. Je ne sais pas si c'est le mot, parce qu'on parle d'un jeune joueur qui, je pense, a très faim, mais c'est vrai qu'il peinait un petit peu. Peinait un petit peu sur les matchs de Coupe de France, donc demain, on espère que ce sera assez différent. Et puis du coup, pour le poste de 6, à voir comment Vitinha est. C'est vrai que Luis Enrique aime mettre Fabien Ruiz à ce poste sur les petits matchs. Contre Toulouse, par exemple, voilà, il était encore en 6, il avait fait un bon match à ce moment-là. Donc pourquoi pas un milieu Ruiz, Mayulu et Lee Kang-in. Et puis devant, alors devant, il y en a un qui doit être absolument titulaire, c'est Gonzalo Ramos. D'abord parce qu'il a été sur tous les matchs de Coupe de France, c'est la compétition qu'il joue. Parce que ensuite, sur le reste des matchs, bah, en fait, il a quelques minutes. Et à chaque fois, il lâche pas. Son body language est super positif, quoi. Le mec, il s'arrache sur chaque ballon. Peu importe le nombre de minutes que tu lui donnes, il se démonte. Enfin, c'est quand même autre chose qu'un Kolo Muani, par exemple, qui rentrait en traînant son spleen très souvent. Lui, voilà, il est là, tu sens qu'il fait pas de problème, il a sa super célébration, les mecs semblent l'apprécier, c'est vraiment un bon gars, Gonzalo Ramos, je pense. Et puis alors, l'inspiration dimanche contre Lyon, absolument incroyable. Donc, demain, titularisation. Après, titularisation, j'ai tout axé sur lui. Voilà, j'ai dit parce qu'il la mérite, parce que c'est un bon gars, machin. Parce que à l'échelle de l'équipe, bon, je pense que la titularisation... Enfin, comme à chaque fois qu'il est titulaire, ce sera peut-être encore une fois compliqué. Voilà. À ses côtés, Désiré Doué, redonnons-lui son côté droit. Et à gauche, alors, Kvaratskhelia joue énormément. Il sort à la 75e contre Lyon et il fait les 2 matchs entiers contre Brest et Toulouse. Donc peut-être que demain, il sera sur le banc. Moi, je partirai avec Barcola titulaire et Kvaratskhelia qui rentre à la mi-temps. Ou alors, plus l'inverse. C'est vrai que maintenant que j'y pense, je préfère Kvaratskhelia sur le début de match. En fait, sur les débuts de match qui sont un peu fermés, où il faut faire des différences dans les petits espaces, il y a assez peu de prise de profondeur possible. Donc, pourquoi pas titulariser avec Kvaratskhelia et du coup, à la mi-temps, faire rentrer Barcola quand l'adversaire est mené déjà peut-être, est fatigué. Tolisso, il le dit, hein. Tolisso, il le dit, on n'a pas le ballon, on fait que de courir après, on est fatigué. Et il y a ce Dominique Sévérac, là, qui est allé en conférence de presse et qui a demandé à Luis Enrique pourquoi il marquait en deuxième mi-temps et pas en première. Luis Enrique s'est foutu de sa gueule. Et il a bien eu raison. C'est complètement logique, en fait. Au début, voilà, les équipes sont un peu recroquevillées, machin, et à force, tu les uses. Donc c'est logique qu'en fin de match, tu déroules. Voilà. Donc, pourquoi pas garder Barcola plutôt pour le stade briochin fatigué qui laisse des espaces ou alors qui court derrière le score. Bref. Dembélé, alors Dembélé, c'est vrai aussi, Dembélé peut retrouver son côté droit par exemple, hein, parce qu'il était sur le banc contre Toulouse, il était rentré, mais il était sur le banc au début du match, et il sort tôt, dimanche, hein, il sort à l'heure de jeu je crois, enfin, c'est la première salve, en même temps que Barcola. Donc,
peut-être aussi un Dembélé titulaire demain. Ça peut s'envisager aussi pour qu'il soigne ses stats. Parce que du coup, enfin voilà, maintenant, comme c'est un serial buteur, en fait, c'est vrai que la question de la titularisation ou pas ne se pose plus trop, en fait, sachant que bah, tu es assuré d'avoir un but de marqué de sa part. C'est exceptionnel. Des nouvelles, juste terminons avec Moscardo. Moscardo qui a remporté la Copa América U20 avec le Brésil, donc sur le mois de janvier-février. C'était jusqu'au 16 février, je crois, la compétition, la finale. Il a joué 8 matchs, donc sur 22 jours, ce qui est quand même assez énorme. Et là, du coup, il retourne à Reims. Il est déjà de retour. Et peut-être que demain, il va jouer. Si vous avez un match à regarder en Coupe de France, regardez le Reims-Angers, je crois. Parce que voilà, son entraîneur qui a changé. Hein. Il est parti, c'était Lucas Elsner, et il a sauté pour Samba Diawara, qui avait fait l'intérim. Et au final, il a été intronisé en entraîneur principal, là, il y a quelques jours. Non, même au début du mois, je crois. Donc, voilà, il a dit... c'est vrai qu'il a un profil particulier et on a un gros enchaînement de matchs. Ils sont dans une mauvaise dynamique, les Rémois. Donc lui, peut-être qu'il va arriver à apporter un petit peu de fraîcheur. Demain, on pourrait le voir. Rappelez-vous, il avait marqué son seul but à Reims contre une équipe de R1 en décembre, Moscardo. Donc voilà, des nouvelles de lui, ça va un peu mieux. Alors ils ont mis leur cantine aux couleurs du Brésil, les Rémois, et du coup ça lui a fait plaisir. Voilà, il a fait le post Insta, merci mon club, machin. Donc tout ça fait plaisir pour lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, les amis. Et puis du coup on se retrouve demain pour le débrief. Le match est à 21h10. À chaque fois, c'est insupportable parce que je crois que c'est à cause du diffuseur. Hein. Je crois que c'est parce que c'est sur France Télévisions et que du coup, avant, ils ont leur jeu horrible là avec Laurence Boccolini, les trucs de mots de passe, machin. À chaque fois, ça m'insupporte. Mais bon, c'est pas pire que le duo Joss Bravo. Voilà. Bref. Allez, bonne soirée à tous. Et puis, on dit 21h10, mais au final, ce sont à chaque fois des matchs où il y a peu de temps additionnel, que ce soit à la mi-temps ou à la fin du match, parce que bah, les scores sont larges, et puis l'arbitre veut écourter les souffrances de l'adversaire. Bonne soirée à tous. Ciao les amis. Prenez soin de vous.